Bon, on se retrouve pour cet nouvel épisode. Un épisode de manqué. Malheureusement, c'est une période assez creuse. On est en vacances. On a aussi un emploi du temps assez chargé. Mika, comment ça va? Écoute, ça va et toi? Ouais, bah ça va, hein, super, ça Mais va, là, ça là, va. on revient avec un invité de marque aujourd'hui quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on Eh va le oui. dire de suite. On a reçu Faresiam, donc qui sera en première partie, car il combat sur le prochain UFC de London, qui aura pour main event Kibura contre Thomas Pinal. Et c'est même Donc, encore mieux que ça, hein. Il combat sur la main carte. C'est son premier, c'est entre guillemets, ça, c'est la première fois qu'il est placé sur main carte. On rappelle quand même que Faresiam, c'est pas rien à l'UFC en termes de palmarès. Déjà, à chaque fois, j'insiste là-dessus, mais il combat dans l'une des catégories la plus difficiles de l'UFC, c'est les 70 kilos. Il y est depuis 2019. Il a fait 5 combats à l'UFC, c'est 3 victoires et 2 défaites. Et voilà, il a pas affronté des gars mauvais parce qu'il a affronté Mularkey et on le sait, Jamie Mularkey depuis, il a fait des beaux fights. Là aujourd'hui, il a un gros test en carrière, il va nous en parler. Franchement, combattant à suivre. Encore une fois, je vous invite et je vous réinviterai à le follow, mais allez follow Fares, c'est important, ça donnera de la force. Et surtout, c'est que ça ne sera pas en décalé. On c'est a la ça. chance de combattre à Londres, donc on pourra suivre en direct. Peut-être qu'avec AB, on le regardera en direct. On verra, on va voir, on va essayer de voir quelque chose. Et peut-être qu'on fera un débrief aussi avec Aldric cette semaine. Et je voulais préciser, en plus, Fares, il a signé jeune à l'UFC et c'est bien parce qu'on le voit vraiment grandir et évoluer à chaque sortie. Donc, hâte de voir sa prochaine performance et on vous laisse avec son interview. En deuxième partie, on reviendra quand même sur l'actualité. L'UFC on n'a pas fait le débrief, c'était l'UFC 290 qui avait pour main event Yair Rodriguez contre Volkanovski. Donc, tout de suite, on reçoit Fares et après, on revient sur la deuxième partie pour l'actualité du MMA. Et en invité spécial, monsieur Fares Ziam, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça Ouais, va ça la va forme. nickel. C'est à toi qu'il faut demander, hein. C'est toi qui est dans la cage dans une semaine là. Ouais, ça va, moi, je me sens bien. Bah écoute, on va revenir sur ça. Fares, ouais. Vas-y, Mika, je te laisse. Non, j'allais juste demander si cette fois-ci, parce que d'habitude, je sais que tu faisais toujours une partie de ta prépa à la team là au Kill Cliff Fight Ouais, Club aux États-Unis en Floride. ouais. Et là, j'ai l'impression que tu as tout fait en France. Voilà, je voulais d'abord savoir comment ta prépa se passait, comment tu as géré cette prépa pour ce combat, comment tu abordes le combat. Bah, c'est à toi en fait de plus parler de toi vis-à-vis de ce combat, ce que ça représente pour toi, où tu en es avec l'UFC actuellement, est-ce que c'est ton dernier combat sur le contrat? Voilà, il y a plein de questions en vrai. Ok, ça marche. Bah écoute, ouais, j'ai fait toute cette prépa en France parce que voilà, je combats à Londres, donc je me suis dit pour les décalages horaires, tout ça, c'est mieux de rester ici. Surtout que j'ai une bonne team ici, je me suis très bien entraîné, surtout en boxe anglaise. J'ai fait beaucoup de boxe anglaise sur cette prépa. Après, bah, sur mon contrat, c'est mon deuxième combat de mon nouveau contrat. Donc après, il m'en reste encore deux. Le combat, je le sens bien. Jay Herbert, c'est un bon adversaire. Voilà, il n'y a rien à dire. Il est plutôt complet, sauf qu'il n'a pas trop de lutte offensive. Mais je trouve que son striking, il est bien. Il a un bon sol aussi. Voilà, il a un bon cardio. Après, moi, je me vois plus fort dans tous les domaines. Donc, je pense que dans ce combat, je vais pouvoir encore plus me lâcher parce que déjà, c'est un striker. Mais après, la lutte, maintenant, ça me fait plus peur. Même pourquoi pas moi-même lutter. Et voilà, le combat, je vais faire un combat propre, intelligent, chercher le finish s'il est là. S'il n'est pas là, bah, l'objectif, faire un combat intelligent pour enchaîner à l'UFC Paris. Justement, moi je reparle de l'UFC Paris. Je me souviens très bien à Bercy, il y avait 5 Français, vous avez tous gagné. Et j'avais dit à l'époque, celui qui avait le plus maîtrisé son combat, je parle de maîtrise, c'était toi. C'est celui qui est passé le moins loin, on va dire, d'un retour du bâton. On se souvient, Gomis, il n'est pas passé loin d'un triangle. Gann, on se souvient aussi qu'il n'est pas passé loin d'un KO TKO. On avait Nassour qui a mis une grosse débauche d'énergie et qui à la fin s'est fait piéger un peu. Et on a Saint-Denis qui était parti à la bagarre et qui à un moment donné s'était fait contrer même s'il était largement dessus. Et toi, tu es celui qui avait le mieux géré son combat. Et je trouve que c'était en fait,
par rapport à tes autres combats, c'était le combat où on a vraiment senti que tu étais à l'aise avec la cage et justement, tu avais commencé un peu à même aller au corps à corps avec lui, quoi. Et on l'avait vu que tu étais plus puissant que lui. Et justement, c'est ma question, c'est que maintenant que tu as du round, entre guillemets, tu as des minutes dans la cage, parce que c'est toujours bien d'avoir des minutes dans la cage, ça fait quand même 1 an maintenant. Comment tu l'abordes? Est-ce que tu as envie justement de faire un combat de striker ou là, comme tu viens de le dire, vraiment, tu vas aller dans toutes les dimensions? Bah, moi, comme bah, tu vois, ça me fait pas peur d'aller dans toutes les dimensions parce que je sais que je suis complet, je sais tout faire. Mais ouais, je vais faire un combat de striking intelligent, mettre en place ce que j'ai travaillé avec mes coachs. Donc, surtout pour la partie striking. Mais si on voit que, bah, tu sais, dans un combat, tout peut arriver, hein. Tu sais que si j'ai des difficultés en striking avec lui ou des trucs comme ça, bah, j'hésiterai pas à aller lutter. Mais tu penses qu'il peut te poser, parce que quand je vois le. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est sur sur vos palmarès, etc. Mais en termes de striking, je vois pas à quel moment il peut t'inquiéter. Bon, ça, c'est ma vision des choses. Mais après, on sait que des fois, ceux qui sont un peu brouillons et bagarreurs, ça peut perturber les techniciens. Mais c'est surtout que je vois qu'il y a une grosse. Il y a quand même pour moi, selon moi, il est plus éreinté que toi physiquement. Ça veut dire que dans le temps, je pense que tu es quand même plus jeune et tu as plus de ressources que lui. Et je pense qu'aussi à l'usure, tu peux l'avoir. Après, c'est ma vision, mais je sens vraiment qu'en termes de striking, il y a sur le plan tactique et sur le plan technique, pardon, je pense que tu es vraiment au-dessus. Maintenant, tactiquement, c'est vrai que s'il commence à venir à la bagarre, c'est toujours compliqué de gérer un bagarreur. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est pas un bagarre. Il est plutôt technique aussi, un peu comme moi. C'est-à-dire qu'il ira à la bagarre que s'il me coince contre la cage, je pense. Euh, avec son combat contre Kama Warsi, je crois. Donc, non, son striking, il me fait pas du tout peur. Après, il a un bon cardio, mais tu sais, dans un combat, si tu te fais toucher ou quoi, j'hésiterai pas à le lutter et même j'hésiterai pas à le lutter pour lâcher mon striking après. Pour qu'ils se disent, Ah ouais. ah ouais, il lutte. Et après, au final, non, bah non, je strike, après je lutte, tu vois, varier les lignes, quoi. Et justement, tu le vois comme ton plus gros défi aujourd'hui à l'UFC ou tu le vois à un niveau d'inférieur, par exemple, à Terence McKinney ou tu le vois au-dessus? Tu vois? Je te dis, par rapport à tous les adversaires que tu as affrontés à l'UFC, est-ce que tu penses que c'est le meilleur que tu as affronté ou est-ce qu'il y en a d'autres que tu places au-dessus de lui pour l'instant dans ta carrière? Moi, pour moi, celui qui était meilleur, c'était Jamie Mullarkey. Mon meilleur adversaire, pour moi, c'est lui. En plus, après mon combat, il a fait quand même de belles choses. Il a affronté des bons adversaires. Donc, pour l'instant, moi, je pense que c'est lui. Mais après, on verra, hein. Après le combat, j'aurai une autre. Et Fares, je voulais te dire, parce que là, ton dernier combat, ça remonte à l'UFC Paris, hein, l'an dernier. Ouais. C'est quoi qui a fait que tu as été éloigné de la cage tout ce temps? Tu as eu une blessure, des propositions entre-temps? Non, j'ai eu aucune blessure. J'ai eu une proposition pour le 14 janvier, l'événement de Nassourdine contre Strickland. Donc, Ouais. en mois de novembre, contre Mike Davis. Et j'ai accepté directement. Et pendant un mois, on n'a pas eu de nouvelles. Et après, Sean Shelby nous a dit que Mike Davis il était blessé. Après, ils m'ont proposé le 29 avril contre Mike Davis encore. Moi, j'ai demandé à repousser à 2 semaines le combat parce qu'il y avait le Ramadan. C'était juste en Ouais. temps. Et finalement, ils m'ont proposé le 25 mars. Et j'ai dit non. J'ai dit, moi, je veux combattre le 29 avril. C'est bon, ça me va. Ils ont dit OK. Et 2 semaines après, ils m'ont dit, Mike Davis, il est encore blessé. Et du coup, après, ils m'ont proposé Gerbert à Londres. Ok, Ok. je vois. Vas-y, Et Eric. moi, justement, je vois Herbert, l'un des combats pour moi, je sais pas si tu l'as vu, mais j'imagine que tu l'as vu, c'est contre le Slovaque. Je sais pas si tu vois de qui je parle. Oui, Ludovic. Klein, Ouais, c'est un des mecs, moi, qui m'a le plus surpris sur ses sorties à l'UFC. Il est encore un peu connu, on va dire, du grand public. Mais c'est l'un des 70 kilos qui, avec toi, dans cette catégorie, et d'ailleurs Herbert aussi, hein. Mais c'est juste que Herbert, je le mets autre part parce que pour moi, il est plus vieux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pour moi, ne fera jamais une grosse carrière à l'UFC, alors que toi, tu es clairement dans le même âge que Glenn, et on peut vous revoir gravir les échelons tranquillement. Tu vois, à la même image que moi, je te verrais bien un jour contre Paddy Pimblett. Je trouve que ce serait carrément bien ouais. pour toi pour gagner en notoriété. Mais justement, quand tu vois un peu le niveau à 70 kilos à l'UFC, on va dire quels sont tes objectifs à court terme, moyen terme?
aujourd'hui? Court terme, battre Herbert et enchaîner sur un combat à Paris. Voilà. Et long terme, c'est la ceinture. Hein. Ok. Et donc, du coup, tu es chaud pour Paris, là, mois de septembre? Ouais, je suis chaud, franchement, j'ai envie d'enchaîner à fond là. Ok. Et justement, les probabilités de te voir sur l'UFC Paris, ça va dépendre du résultat du combat de la semaine prochaine. Je pense que ça va y jouer un petit peu. Après, c'est surtout le fait de si je suis blessé ou pas. Oui, Ouais, bien ça, ouais. sûr. Et, Mais toi, tu te sens psychologiquement, on va dire, une victoire avant la limite sans blessure, ou même à la limite, peu importe, mais sans blessure, tu es chaud pour repartir, genre faire un gros mois d'août et être prêt pour septembre. voilà, exact. Moi, Ok. je pense que c'est aussi un peu pour ça que la carte de l'UFC Paris, elle est pas complète, parce que je pense qu'ils doivent attendre aussi les. Parce que là, t'es le dernier Français là qui combat avant l'UFC Paris. Et là, on a vu Tu as des mecs comme Taylor qui sont signés, mais qui ne mettent pas sur la carte non plus. Donc, Oui, après Taylor, ouais, je pense que c'est un petit peu un cas particulier, lui, et peut-être. moi, je trouve par exemple Benoît Saint-Denis, toi Fares ou même Nassour, je trouvais qu'ils vous avaient mis au front avant l'UFC Paris, justement. Moi, j'ai trouvé que c'était. En plus, ils vous ont pas mis des match-up genre c'est vraiment des match-up pour vous faire monter, tu vois. C'est pas des Ouais, combats, on va dire, entre guillemets, où on peut se dire vous êtes favori. Pour moi, à chaque fois, c'est des challenges que vous prenez parce que par l'expérience qu'il y a entre vous, déjà, on le voit, l'autre, il est plus âgé, il a quand même. Quoi qu'à l'UFC, il a affronté des gros blasts quand même, l'autre. ouais. Même s'il n'a pas, il a jamais gagné de gros blasts, il a quand même fait des bonnes guerres face à des gros blasts. Et j'ai trouvé qu'il vous mettait au front avant l'UFC Paris. J'ai l'impression genre l'UFC a vraiment testé les combattants français genre pour ce mois de septembre. Ouais. Que ce soit Gomis, il n'a pas eu un combat facile, Nassour n'a pas eu un combat facile, Saint-Denis n'a pas eu un combat facile, Tu n'as pas un combat facile. Et bizarrement, l'UFC a signé beaucoup de filles sur la carte. Je parle pas de Manon, évidemment, mais je parle de Zara à qui ils ont redonné une chance. Nora, ils lui ont redonné une chance. Et au final, les combattants comme Taylor et les autres, c'était pas dit qu'ils voulaient vous faire briller, on va dire, entre guillemets. Moi, ça m'a étonné, ça, de la part de l'UFC, de pas. Tu vois, quand il y a un UFC en Angleterre, là, comme on le voit, ils ont mis tous les Anglais direct. Ouais. Et ils les ont pas mis au front 3 mois avant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, je connais pas leur stratégie. Peut-être c'est pour enchaîner avec des gros combats derrière sur Paris. Voilà. Peut-être qu'ils se disent, ah, ils vont gagner contre lui, et après on met des top. Voilà. Je sais pas. Et toi, là, derrière, on va dire, même si effectivement, je sais que moi, par exemple, j'aurais jamais répondu à ça. Donc, tu as le droit de voter en touche, mais est-ce que là, tu as ton combat? Est-ce qu'il y a un blast derrière qui te viendrait en tête? Franchement, ouais. Moi, je réponds à ça. Ce serait Matt Frevola. J'aimerais bien l'affronter parce que Ok. c'est un dur au mal, c'est un bon striker et je me sens plus fort que lui. Je pense qu'il tentera de la lutte parce qu'il est quand même explosif au premier round et il a une bonne lutte et un bon sol. Mais je me vois pas en difficulté face à lui. Moi, ce mec-là, il m'avait surpris. C'était quand il avait affronté Tsarukian. Il avait été à la décision et c'est vrai que c'était un combat qui a été mené hein, par Tsarukian. Mais Ouais, franchement, je l'ai trouvé archi dangereux. J'ai ouais, trouvé ouais. que ce mec-là, il est grave sous-coté en fait. Et je trouve que ouais, ça serait beau. Hein. Franchement, ce serait un beau fight. Parce que Paris, ouais. c'est quelqu'un qui il frappe et en plus, il sait mettre KO, il sait soumettre. Franchement, ça serait un bon combat. Et Fares, moi j'ai une petite question. Là, on voit un petit peu, enfin, moi, de mon ressenti, je trouve qu'il y a un manque de médiatisation sur toi. Est-ce que tu Ouais. ressens la même chose? Franchement, moi, je cherche pas la médiatisation, donc je m'en fiche un peu. Ouais, Je reste concentré sur mon fight. Les performances qui amèneront ça, tu vois. bien Donc, sûr. moi, après, je fais ce que j'ai à faire. Je m'entraîne, je communique sur les réseaux, tout ça. Il y a eu un peu de com avec le reportage RMC. Il y a vous, j'ai eu 2-3 petites interviews. T'as senti l'impact au niveau, Tu m'as dit quoi? est-ce que t'as senti l'impact t'as senti l'impact au niveau du reportage sur RMC, au niveau des followers, au niveau sur Instagram ou d'autres réseaux, par exemple? Il y a eu un peu de soutien, mais après, non, pas énormément. Mais ouais, j'ai Ouais. un peu de. Mais franchement, ce qui m'importe le plus, c'est de faire un beau combat samedi prochain, de gagner et enchaîner avec Paris. Je suis Ouais, focus. moi, je suis d'accord avec toi que déjà dans la stratégie, on va dire si ça se passe comme tu veux, c'est parfait. Et le fait que tu combattes à Paris, je pense qu'à chaque fois, ça fait quand même des gros coups de communication. Parce que Ouais, et ouais, Paris, on sent qu'il y a les projecteurs sur vous à chaque fois.
Et là, par exemple, tu vois, un qui est vraiment sorti, Hayek qui s'est détaché des autres, pareil, c'est Benoît Saint-Denis. On n'entendait pas trop parler de lui. Et là, Hayek, clairement, maintenant, il fait partie de ceux dont on parle le plus, tu vois. Ouais. Et j'espère effectivement, parce qu'en réalité, quand tu regardes bien sur Saint-Denis, c'est pas le fait qu'il trash talk ou autre, il le doit qu'à ses performances, entre guillemets. Ouais, il fait des beaux combats, il va au charbon, il fait des guerres. Et bien sûr, les performances, elles parlent d'elles-mêmes. Au final, c'est ce qu'on retient. Hein. Oui, non, bien sûr, mais pas que. En fait, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur des profils comme toi, comme Benoît Saint-Denis, comme Nassour, des mecs qui vont pas trash talker, qui vont pas parler beaucoup, etc. Mais tu en as aussi, tu vois, qui eux, vont générer autre chose, vont aller chercher une fanbase un peu différente. Vous êtes vraiment, pour le coup, c'est la fanbase un peu qu'on dit hardcore, entre guillemets. C'est ceux qui aiment le MMA qui vont venir vous supporter. Ouais. Après, effectivement, ton profil, je pense que tu gagnerais à communiquer sur le fait que, et je rigole pas hein, quand je te dis ça, mais le fait que tu es grave nature, tu kiffes les chèvres, la montagne et tout, tu vois, tu as un profil atypique, les gens, ils savent pas ça de toi. Mais je Ouais. te jure que tu gagnerais peut-être à communiquer un peu sur ça. Tu vois, pas que tu vendes ton truc, parce que c'est toi, en fait, tu es comme ça, tu es discret, mais en fait, les gens, ils te connaissent pas. Tu vois, Ouais. ils savent pas qui t'es. Ils savent pas, on te donne une planche de surf, tu vas kiffer, ou tu vois, on te met dans la montagne avec des animaux, tu kiffes, tu vois, ils savent pas ça. Ouais. Et Fares, moi j'ai une petite dernière question. C'est quoi la différence entre le premier Fares qu'on a vu à l'UFC contre Don Mage et le prochain Fares qu'on verra contre Jay Herbert la semaine prochaine? Bah, je dirais que c'est un Fares plus confiant, beaucoup plus prêt qu'avant. Quand tu goûtes au niveau, bah, tu vois des choses. Et voilà, après, je suis confiant, j'ai plus de maturité dans la cage, dans ce que je veux. Et voilà, quoi, c'est tout. Et tu fais partie des rares quand même. À chaque fois qu'il combat, tu as souvent Guémouri avec toi qui est plus jeune que toi d'ailleurs. Vous êtes comme des frelons, je pense. Ouais. C'est vraiment une grosse amitié. Après, effectivement, vous avez en passion commune le sport. Et là, dans ton coin, il y aura qui ce week-end? Parce que Euh, ça, c'est une grosse question te concernant. On se dit, le mec, il est haut niveau, il est à l'UFC, il va, et ben voilà, tu viens avec tes potos, je vais pas dire tes potos qui sont en dehors du Bah, MMA, mais on voit que tu c'est- privilégies vraiment le côté familial, tu vois. On sent que toi, l'important autour de la cage, c'est d'être en famille. ouais. Et, et Bah, donc, alors, du coup, là, samedi, il y aura qui? il y aura mon coach de boxe anglaise, Faisal Amrani, et D'accord. Yanis Gemouri et Fateh. Voilà. Comme on dit, on change pas l'équipe qui gagne. Exactement. Mais après, on est une équipe jeune, tout ça. Mais on connaît tellement bien, vu on a commencé notre carrière ensemble, Yanis et moi. Donc, on se connaît tellement bien que on n'a pas besoin de changer. Je préfère quelqu'un qui me connaît dans la cage, qui connaît mes skills, qui connaît tout ce que je vais faire, que quelqu'un qui va vouloir imposer ses choses. Et au final, Et je fais ma boxe et ça va me bloquer. Donc, je préfère quelqu'un qui me connaît. est-ce qu'à un moment donné, tu as cherché, on va dire, à trouver d'autres coachs et tu as vu que ça te convenait pas et tu es revenu à la base ou tu es toujours resté comme ça? Non, non, j'ai pas cherché à avoir de nouveaux coachs ou Ouais. quoi que ce soit. C'est juste que quand, par exemple, je me suis entraîné à Sandford, Henri, il a pris du temps pour moi, Henri Hooft. Et Ouais. lui, il faudrait qu'il soit dans mon coin un jour parce que déjà, il a pris beaucoup de temps pour moi. Il m'a offert beaucoup de choses. Et puis, c'est quelqu'un qui a une bonne expérience. Et de toute façon, tôt ou tard, il faut un bon coach dans sa carrière. Moi, j'ai des bons coachs. Mes amis, c'est des frères et des bons coachs. Ils me connaissent. Et bien sûr, pourquoi pas un jour avoir Henri dans mon coin ou quelqu'un d'autre. Ouais, après, ça arrivera. Et puis aussi, quand tu combattras aux États-Unis, etc. Après, moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que là-bas, quand tu regardes un peu la liste des combattants, bon, je sais pas s'ils s'entraînent là-bas tout le temps, mais en tout cas, ils sont affiliés là-bas. Tu as Robbie Lawler qui a fait son dernier combat, tu as Johnson, tu as Chandler, tu as Brunson, tu as Rory McDonald, tu as Gilbert Burns, tu as Vicente Luque. Enfin, entre guillemets, c'est aussi normal que des fois, c'est mieux d'être dans une plus petite team, j'imagine, où au moins tout tourne autour de toi et gravite autour de toi que des fois d'arriver dans une grosse usine et malheureusement, des fois, l'attention, elle n'est pas portée sur toi. Et on l'a déjà vu au Tristar. Il y a plein de Français à l'époque qui allaient au Tristar. Et en réalité, ils rataient un peu leur prépa de combat parce que malheureusement, il y avait beaucoup plus, entre guillemets, gros qu'eux là-bas et toute l'attention était portée sur les autres. Ouais, ouais, des fois, c'est vrai. Mais après, ça, j'ai envie de te dire, c'est pas trop grave parce que tant que tu as des bons sparring de qualité,
si ton coach, si le head coach de la salle, il n'est pas derrière toi, tu sais, il y a beaucoup de gars, par exemple, à Sandford, ils y vont, ils s'entraînent là-bas, mais ils viennent avec le coach, il y en a, tu vois. Et Ok. alors, ils vont prendre Henry Hooft dans leur coin, mais il y aura d'autres gars de leur team de base, tu vois, qui sera là aussi dans le coin. Ouais, je comprends, ouais. Ça marche. Et Fares, d'ailleurs, une petite question, mais vraiment la dernière. Tu avais commencé à un moment donné à faire une petite série de vlogs sur ton YouTube. Et c'est une chose qui est très importante parce qu'il y a énormément des champions de l'UFC qui le font. Pourquoi tu as arrêté ça? Parce que moi, je suivais, je trouvais que c'était très intéressant. Notamment, tu avais filmé ton training camp à Santoura d'MMA, même à World UFC Paris. Bah, c'est quoi la suite? Tu vas continuer ça ou pas? Ouais, il y aura celui de Londres, là. Ok, Donc, bah, c'est voilà. cool, c'est cool. En fait, j'ai pas arrêté, c'est qu'à chaque fois, je me dis, j'ai des idées de faire des choses et tout, et je les fais pas parce que j'arrive pas à trouver le temps de le faire, tout Ouais. ça. Ça, Et, ça prend du mais là, ouais, pour Londres, il y aura la petite fight week habituelle. Ok, bah, c'est cool, c'est cool. Bah, Et Fares, moi, là, c'est ton premier. On est d'accord que c'est la première fois que tu combats en main card. Ouais, c'est la première fois, ouais. Et en plus, je crois que tu fais l'ouverture, si je me trompe pas. Ou non, il y a peut-être deuxième combat, je sais pas. Moi, je suis le deuxième Non, combat c'est le premier. T'es le premier combat. T'es l'ouverture. Non, t'es le deuxième. T'es deuxième combat de la main card. Ouais, deuxième, ouais. Non, Et franchement, je suis content d'être en main card. C'est bien, ça veut dire qu'il va avoir un peu l'attention sur moi, tout ça. Et voilà, je vais faire le show. le fait de combattre, on va dire, à l'extérieur, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas, c'est pas la première fois. Ça rajoute une motivation en plus, parce que tu sais que le gars en face, il va être encore plus chaud vu qu'il est chez lui. Il va se donner les moyens de gagner, de réussir. Donc, ça va donner la motive. et Et c'est vrai que vas-y. le public de Londres, il est hostile, hein. Ouais. Non, il n'est pas hostile, hein, c'est pas. Oh, Et- non, Ah ouais? moi, de ce que je vois, après, j'ai jamais combattu à Londres, mais c'est qu'en fait, quelque chose, si tu fais le show, ils sont contents, quoi. ouais, je pense aussi. Après, c'est sûr, ils vont encourager leur poulain, mais je pense qu'ils savent reconnaître. Si tu as fait une belle performance, ils seront plus assujettis à la performance qu'au reste. Après, c'est sûr, si tu affrontes Paddy Pimblett là à Londres, c'est Ouais, différent. Tu vois. Là-bas, c'est des fans absolus, ils abusent. Mais ouais, ça peut être bien, Fares, de call out Paddy Pimblett. En plus, je pense qu'il serait dans le public après la victoire contre Jay Herbert. ouais, on sait pas, hein, pourquoi pas, hein. En plus, il avait dit, Et il était venu regarder la finale de la Ligue des Champions en France. Il a dit plus jamais je reviendrai. Fares, Il a eu la peur de sa vie. Fares, juste après la victoire, Inch'Allah, ne sort pas le Pepsi Max Chacal. On veut un nom. Pourquoi je le sors? Non, mais en plus, il pourrait dire que tu fais de la pub à Pepsi Max. Ils vont être fâchés à force. Ah, moi, je pensais que c'était un petit placement de produit, moi. Non, non, mais dis-toi qu'après le combat, j'ai parlé avec eux hein, pour un éventuel partenariat. Bon, ça C'est bien. n'a pas abouti, mais Ouais. c'est pas grave. Bah voilà, bah tu dis un Coca-Cola bien frais chacal là pour les punir. C'était un délire, c'était un délire. Non, mais après, tu sais, pour revenir sur Paddy, il y a tellement de combattants qui l'ont call-out que j'ai même Ouais, pas c'est envie vrai. de call-out, tu vois. Ouais, tu Ouais, veux te je démarquer. comprends. Ouais, Tout je le monde comprends. sont là, le call-out pour gratter de la hype ou je sais pas quoi. Moi, je m'en fiche en vrai. Si l'UFC me le propose, bah, je suis prêt, tu vois, c'est tout. Ok. Et bah, tu sais, si tu as un dernier mot ou un message même pour ceux qui te suivent, ou je sais pas moi, si tu as une exclue, si tu veux remercier quelqu'un, si tu veux remercier tes sponsors, c'est le Ouais, moment. merci à vous, hein, Mika et AB, franchement, vous gérez. Après, ouais, bien sûr, merci à tous mes sponsors, APRC, NutriPure, il y a Cryo Advance, il y a d'autres sponsors qui vont arriver aussi, Epsilon. Et voilà, merci à toutes les personnes qui me suivent. Allez voir cette interview et rendez-vous le 22. Et pour Ça ceux qui marche. nous suivent, nous, allez sur Instagram, Fares Ziam, vous follow, vous donnez de la force. Croyez-moi, ça donne beaucoup de force aux combattants. Derrière, c'est un cercle vertueux pour eux, puisque qui dit suivi dit bah, des sponsors qui s'intéressent un peu plus à eux. Et on sait à quel point c'est important. Faut pas nier. Faut pas nier les partenariats. En vrai, c'est encore plus important que la prime de combat. À notre niveau, je parle. C'est-à-dire au niveau auquel tu combats actuellement, les primes, elles sont pas, c'est pas Connor, faut pas se mentir. Non, ouais. Mais c'est important de pérenniser sa situation financièrement puisque ça permet de s'entraîner avec moins de soucis dans la tête. Donc, les gars, juste en allant follow, ben, vous allez voir que vous donnez de la force et ça ne coûte rien. Donc, allez sur la page, encouragez fort pour samedi. Et nous, on sera là, on regardera ça en direct parce qu'en plus, ce n'est pas en décalé. Ah, c'est gentil, merci, Mika. Voilà, mon Yes. gars.
Bah, Force toute ma Fares. force à toi, Fares, et courage pour le cutting et courage pour le combat, mon gars. Merci. On te souhaite Force. la victoire et le bonus comme toujours. Eh oui, les 50K. Après, tu nous payes un resto. Tu montes sur Paris, tu nous payes un resto. Ou on fait ça à Montpellier, à la bonne école. Peu importe. Mais Allez, avec plaisir. Salut vas-y. Fares. Ciao, Fares. UFC 290, la masterclass d'Alexander Volkanovski. On va pas revenir sur la performance en elle-même, mais vraiment ce qui gravite autour de la catégorie des featherweight. Il est venu à bout de Yair Rodriguez. Là, je pense qu'il est à 2 doigts de rattraper José Aldo, parce que José Aldo qui est sur 9 défenses de titre. Je suis d'accord. Mais dans la manière, après, on le dit souvent, on a beaucoup la culture de l'instant T, mais dans la manière là actuellement, pour moi, là, c'est vraiment le plus grand featherweight. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, en fait, je te rejoins tout à fait. Ce qu'il a fait, tu vois, quand tu vois le combat de Holloway face à Rodriguez, j'avais vu qu'Holloway, il était meilleur, mais quand même, Holloway, tu vois, il s'était rendu un peu vulnérable sur les low Ouais. kicks, etc. de Rodriguez. Mais là, quand tu vois Volkanovski, comment il a annihilé Rodriguez. Moi, c'est ça qui me choque à chaque fois, c'est que hier, Rodriguez, c'est un tueur à gage. Ça veut dire, on peut dire ce qu'on veut, le gars est un tueur à gage. Et quand tu vois comment Volkanovski a battu Rodriguez, tu te dis, mais c'est pas possible. Genre, si tu connais pas le MMA, tu te dis, Rodriguez est nul. Tu vois, parce Fou, que, tu vois, c'est pas un KO qui est intervenu au premier round, deuxième round. C'est au troisième round, il y a eu une domination totale de la part de Volkanovski. Et moi, c'est ça qui me choque, c'est la manière dont il a réussi petit à petit à imprégner son rythme Oui. et à annihiler Rodriguez, alors qu'on le sait, Rodriguez était plus grand, avait des plus grands segments, avait même, je pense, techniquement, sur sa manière de frapper, plus difficile à gérer, etc. Il n'a rien réussi à faire. Et voilà, c'est juste Mais incroyable. franchement, je ne veux pas trop être dans l'euphorie, mais je vais quand même regarder le classement actuellement, mais je te jure que là, actuellement, je n'ai aucun nom en tête qui peut en venir à bout. On a vu des espoirs sur Arnold Allen, sur le futur de la catégorie. Je te jure, c'est Voilà. vrai. Max Holloway, il est venu, il a éteint. Mais là, à part Topuria qui peut ajouter de la fraîcheur, mais même ça risque d'être un combat. Ouais. Topuria, franchement, je lui souhaite, hein, par exemple, moi, Topuria, j'aimerais bien le voir contre Rodriguez ou contre Ortega à la rigueur, tu vois, pourquoi pas. Mais Ouais, il va devoir passer par là. la réalité, c'est que le seul, et pourtant, je suis fan absolu, hein, de Holloway, mais même là, quand je vois la performance de Volkanovski sur Makhachev et sur Rodriguez, je me dis que encore une fois, ça fera un 4-0. Pourtant, Holloway, je suis fan absolu. Et d'ailleurs, dans les deux premières rencontres, je pensais que Holloway était devant au point. Il y en a beaucoup qui le pensaient. Hein. Mais dans la troisième rencontre, force est de constater que Volkanovski a marché vraiment littéralement sur Holloway. Et j'espère, hein, qu'Holloway arrivera à me faire mentir parce que, on va dire, je suis plus fan d'Holloway que Volkanovski. Mais comme tu l'as dit, Volkanovski, pour moi, il a détrôné déjà ce que Conor a fait à 66 kilos. Bien sûr. Et il est sur le point de détrôner ce que Aldo a fait. Et c'est incroyable. Et aujourd'hui, je pense que, encore une fois, quand tu vois ce qu'il a fait à Makhachev, ça aurait même pas été un vol de le mettre vainqueur. Tu vois ce que je veux dire? C'était archi serré. Ça s'est joué à rien. Et personne n'a fait ce qu'il a fait à Makhachev alors qu'il vient d'une catégorie inférieure. Donc, vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être même. Je crois qu'ils l'ont mis pound for pound numéro 1. Ouais, bien sûr. Non, mais honnêtement, c'était John Jones, mais là, il y a débat. Et en plus, chaque sortie est meilleure que la précédente. Et on n'a pas pu voir Makhachev là depuis le combat contre Volkanovski, mais je vous jure que c'est un retournement de veste parce qu'à l'époque, je disais que Makhachev allait lui rouler dessus, mais après avoir vu cette performance contre Makhachev, honnêtement, je m'inquiète parce qu'il vraiment il a un levé de progression. Et ça qui est fou, en fait, c'est le fait qu'il apporte toujours du renouveau. Max Holloway, le problème, c'est que on sait ce qu'il vaut. Mis à part sa dernière performance, peut-être contre Arnold Allen. Et encore, hein, je trouve que c'était vraiment. Et encore, exactement. Parce qu'on a senti qu'en termes de puissance, quand même, des fois, on disait, pourtant, il absorbait bien, mais quand même, il s'est rendu vulnérable. Et Max Holloway, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment donné, dans son jeu, il y a eu une vraie évolution. Il a vraiment progressé. Mais je pense que quand même là, je ne sais pas s'il arrivera encore à avoir un second souffle. Max Holloway, c'est quelqu'un qui est sur le circuit depuis tellement de temps. Ouais. Je ne sais même pas depuis combien d'années il est à l'UFC. C'est énorme. Ça fait une dizaine d'années, Mika, il me semble maintenant. Il me qu'il semble qu'il avait fait ses débuts vers 2012. Ouais, à peu près à l'UFC.
Ouais, Mais en tout cas, non, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en tout cas, de sa performance à Volkanovski et qui vous voulez le voir, en fait, pour la suite. Alors, attends, Holloway, il est à l'UFC depuis 2012. Ouais. Ça fait plus de 11 ans et il a fait déjà 27 combats. Et là, il combat au mois d'août contre Chan Sung Jung. Donc, non, voilà. parce que quand je t'entends dire un nom que je ne connais pas, C'est Corentin Zombie, je sais. Et après, il y avait le co-main event, Pantoja qui prend la à Moreno. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est pas le combat en lui-même, mais c'est le fait bon, je dénigre aucun métier, hein, mais le fait qu'il a annoncé qu'il était encore livreur Uber Eats 2 combats avant. Et on va en revenir parce que là, il y a eu l'annonce de Ngannou vs Fury. Et c'est là où tu vois que, bah, comme tu dis, forcé de constater qu'en fait, bah, Ngannou, il a raison sur plein de plans, même si l'UFC, voilà, c'est le Graal, c'est le rêve pour tous les combattants, mais il va falloir qu'à un moment donné, voilà, que les choses. Il y a beaucoup de choses à revoir parce que quand tu vois un combattant qui est là actuellement, champion disputé, et que tu dis que le gars il bossait à 2 combats avant, c'est quand même ouf, Mika. Et surtout qu'il avait déjà. C'était son 13e combat à l'UFC. Donc, ça ouais, c'est fou. Hein. 2 combats avant, j'étais livreur. Ça veut dire le mec, il avait déjà combattu 10 fois à l'UFC. Il avait fait 8 victoires à l'UFC et il était livreur. Donc, c'est ça. Et c'est un bonus, hein. C'est un bonus qui a fait qu'il a arrêté de cesser. C'est même pas une renégociation de contrat. Après, c'est vrai que Mika, cette catégorie-là, elle manque vraiment de lumière. Et c'est. Après, pour être honnête sur ce combat-là, tu vois, moi, franchement, les critères de notation, faut vraiment qu'on m'explique parfois parce que je te jure, des fois, j'ai du mal à comprendre. Parce que tu vois, Moreno, je lui donnais 3 rounds faciles sur les 5. Après, malheureusement, faudrait vraiment, tu vois, en fait, moi, des fois, j'ai du mal à. Je trouve que depuis qu'il y a les nouvelles règles, j'ai l'impression que c'est trop assujetti à une interprétation un peu personnelle. Ouais, moi, je sais pas, je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais je pense que aussi, je pense que ça va aussi dépendre du passé, par exemple, du juge. Tu sais, il y en a qui ont. Voilà, c'est ça. Mais. Il y en a qui vont peut-être venir des sortes de prévention, donc généralement, tout ça, ça peut jouer. Et peut-être qu'il y en a qui viennent pas du tout, justement, aussi de sport, tout simplement, mais bon. Ouais. Et après, attends, il y avait un autre truc qui m'a traumatisé sur ce combat, je te jure. Comme quoi, des fois, je sais pas, je prends pas assez de recul sur les choses. Où il y a des combattants, je les vois pas venir parce que franchement, Duplessis, il m'a jamais impressionné, moi. Vraiment, tu vois. Ah bon? Non, Duplessis, quand j'ai vu son combat face à Darren Till, alors c'était pas son dernier combat, mais tu vois, Darren Till, franchement, debout, il le corrigeait facilement, tu vois. Et oui, ok, il l'amenait au sol, mais j'ai pas trouvé que c'était. Bah, en fait, je pense que Duplessis, il est. Oui, je sais pas comment expliquer. Il s'adapte au mec. Il s'adapte, ou plutôt, je pense que c'est lui qui fait que les adversaires s'adaptent. Parce que déjà, il a transformé Darren. C'est Darren Till qui l'avait emmené, qui avait tenté une clé de cheville. Ou c'était Derek Brunson. C'est Brunson. Brunson, tu vois. Et en fait, il y a un truc qui fait que. Tu sais, c'est un brawler, mais de ouf. Il n'est pas super technique, il n'est pas super beau à voir, mais le gars, il te rentre dedans. Et j'ai l'impression que ça perturbe vraiment les adversaires. Et c'est là où je m'inquiète pour Adesanya. Je te jure que je m'inquiète pour Adesanya parce qu'il a un style, je ne saurais comment t'expliquer. Tu peux pas dire que c'est un striker, il est puissant, mais il a une manière d'avancer, de cadrer. Je sais pas comment expliquer. Et je te jure que je trouve qu'il peut. Ce qui m'a choqué, c'est que Whittaker, si tu regardes bien, depuis 2014, il a fait 14 combats à l'UFC et ses 2 seules défaites, c'est contre Adesanya. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il perd contre Duplessis, mais je te jure que jamais. Mika, après, Duplessis, je trouve que c'est un combattant d'élite. Hein. Chaque orga qu'il a fait, il a été champion. Non, mais bien sûr. L'UFC et le KSW, tu vois. Non, mais je serais un fou de dire que Duplessis, il est pas fort. Bien sûr qu'il est fort, gros. Maintenant, ce que je te dis, c'est que j'ai jamais été hypé par son style et qu'en fait, tu vois, c'est là où des fois je te dis, je manque de. Vraiment, des fois, je manque de recul et je reste trop focalisé sur ce que les autres ont fait et parcouru parce que Duplessis, là, je ne le voyais pas battre Whittaker, sincèrement. Quand j'ai vu Whittaker face à Vettori à Bercy, mais j'ai vu la gestion de distance.
la manière dont il prenait la cage, la manière dont il s'est rendu le combat facile. On aurait dit que Vettori, c'était un petit par rapport à Whittaker, alors qu'il était monstrueux dans la cage. Bah, c'est ça, parce Et qu'il a su prendre son temps, s'imposer, sauf que. Et comment il s'appelle, celui dont on parlait tout de suite? Je suis Whittaker, ouf. Non, non, Duplessis, sûr que Duplessis, ouais. tu sais, à un moment donné, il te fait une ommelette de judoka, je crois que c'est dans le premier round. Mais tu sais, il tient la tête. Et en général, tu sais, ça, c'est des choses que tu vois très rarement en MMA parce que tu es exposé à donner le dos. Et tu sais, il a une manière de. Tu sais, il est imprévisible. Je te jure, ça, c'est vraiment une phase de scramble. Et à un moment donné, il va saisir la tête de Whittaker, il va crocheter, mais c'est. Et tu sais, tu vois qu'il est vraiment surpris, Whittaker. Pourtant, Whittaker, il a un très très gros niveau de lutte. Mais je sais pas, il a quelque chose, j'ai du mal à exprimer son style, mais en tout cas, c'est efficace. C'est pas vraiment beau à voir, c'est efficace, et je trouve que ça dérange vraiment ses adversaires. Et, non, bah, du coup, je crois que j'avais fini sur l'UFC 290, mais Non, je non, me non, dis. non. Bonical, mec. Ouais, Bonical. merci. On en a parlé en plus. Bon, Eh, gros, nickel. lui, ça va être un danger. Gros, ce Attends, mec-là. je veux pas trop. Je suis dans le train, je suis sur le quai. Franchement, je suis sur le quai. Ça, c'est pour Mais. reprendre l'expression d'Aldric. Elle est pas mal, celle-là. Je suis dans le train, je suis sur le quai. Mais, Ouais. ouais, vas-y, je te laisse, je te laisse. Non, mais j'ai été surpris, moi, en fait, dans la manière dont il a mis des fausses informations, en fait, pour venir knock-out le gars. C'est pas seulement une belle anglaise, c'est vraiment l'incertitude qu'il a mis en. C'est-à-dire, à un moment donné, il te fait une combine et il rentre dans les jambes à une vitesse monstrueuse et il va chercher le double leg, il est verrouillé, mais il ressort. Donc, à ce moment-là, je sais pas si c'est lui qui se dit, bon, ça va être un petit peu compliqué, ou si c'est vraiment pour perturber l'adversaire. Ça veut dire que toutes les frappes juste derrière, bah, elles atteignent la cible parce que je pense que son adversaire à ce moment-là il se dit ça vient d'où, tu vois. Et c'est ça qui m'a surpris, c'est sa polyvalence à pouvoir varier les, 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 euh, les différentes les différentes Dimension, ouais. dimensions des MMA. C'est ça qui m'a surpris en fait, Mika. Ouais, sa manière de mettre de l'incertitude. Après, C'est ça. effectivement, hein, là où je te rejoins, c'est qu'il a affronté personne, etc. Maintenant, je pense que ça peut être un danger dans la KT des 84. Moi, à l'UFC, ce que je regarde un peu en ce moment, c'est qu'il manque. On a eu une période où les lutteurs ils savaient s'imposer facilement, etc. Et on a toujours un peu ça. Mais je trouve que quand même dans les KT 84 et moins de 93, surtout moins de 93, on l'avait vu à un moment donné, des mecs qui savaient un peu lutter, grappler, ils arrivaient à dominer facilement. Et là, je pense qu'il y a une carte à jouer chez les 84 et avec des Shimaev qui vont arriver, etc. J'ai hâte de voir parce que je pense que Adesanya, il peut s'en faire. Franchement, je pense qu'Adesanya, il a du souci à se faire quand il voit ce Bien qui arrive. sûr. Donc, voilà. Bon, à voir pour la suite. Et petite parenthèse de l'UFC, enfin grosse parenthèse de l'UFC fermée, Mika, là il y a eu l'annonce Je de la t'entends nouvelle pas, série. ça Moi je bug ne de suis ouf. pas. Ça bug de ouf, Là, Louis. depuis combien de temps? Non, là, c'est bon, yeah. Là, c'est bon. Ok. Donc, je disais, il y a eu la grosse annonce qui a fait parler. Personnellement, je suis pas hypé par le combat, mais c'est vraiment en fait le parcours d'Ngannou qui est inspirant. Je te jure, c'est Merci. vraiment le parcours d'Ngannou qui est inspirant et j'avoue que je m'étais trompé à son sujet parce que quand tu quittes l'UFC et qu'il y a avant l'annonce du PFL et que tu entends le gars du LFC qui dit non, Ngannou il demande trop, que tu entends le gars du Bark Knuckle qui dit non, Ngannou il demande trop, que tu entendais, voilà, t'entendais plusieurs choses à gauche à droite. Donc déjà Ngannou il a démenti en disant que ouais, c'était faux sur certaines choses. Mais là, tu dis vraiment grand respect à lui parce que je pense que là, je pense qu'il fait fermer la gueule à Dana White parce que Dana White, il a vraiment décrédibilisé dans tous les sens. Et là, annoncer Fury Ngannou, mais c'est incroyable. Après, personnellement, sur le combat, je suis pas épais, mais vraiment, en fait, le parcours et sa détermination et son combat, c'est tout simplement. Ouais, moi, c'est ça. Moi, en fait, pourquoi je suis obligé d'avoir du respect pour lui? Depuis le début, c'est ce que je me tue à dire aux gens, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir que l'UFC, ils l'ont quand même mis dos au mur, tu vois. Ouais. Ils le faisaient pas combattre. Ils ont mis la ceinture Cyril Gann Lewis tu vois, pour vraiment piquer, tu vois. Ensuite, derrière, il est revenu, il a battu Miocic. Ensuite, il avait affronté, d'abord il Cyril. a affronté Gann, ouais, il a affronté Cyril. Ensuite, il n'a pas re-signé son contrat, il a porté ses couilles jusqu'au bout. Il a affronté Miocic, il a pris la ceinture. Derrière, il se fait opérer, il fait le forcing avec eux, il dit qu'il ne remettra pas sa ceinture en jeu. Il signe avec le PFL, il devient président PFL Afrique. Le gars va développer le MMA en Afrique et on le sait qu'il a ce côté un peu il a envie de faire quelque chose pour son pays Un patriote. et même carrément son continent.
Derrière, il va en boxe anglaise. Alors, effectivement, sur ses chances de gagner contre Tyson Fury, ça va être compliqué, il ne faut pas se mentir. Bien Mais il sûr. va prendre minimum 10 millions. Minimum, je le dis, c'est minimum qu'il prendra. Et il faut se rendre compte que 10 millions, c'est plus que tous les combats qu'il aura fait dans sa carrière en MMA. Bah, Plus ou moins, quoi. Ce que je veux dire, de ce que j'ai. Ouais. c'est Non, mais c'est. incroyable ce qu'il est en train de faire. Il a négocié, alors il n'a peut-être pas négocié tout ce qu'il pensait négocier, mais il a fait des choses pour les combattants qui vont l'affronter au PFL. Il s'assure d'un salaire minimum pour eux. Ils sont en train de réfléchir sur un syndicat au PFL et ça fait longtemps, c'était même avant Ngannou. Après, voilà, c'est pas non plus. Je pense que lui aussi, il ne faut pas croire que c'est un ange tout blanc et autres. Mais en tout cas, force est de constater qu'il donne vie à ses idées et je suis content pour lui parce que franchement, c'est beau ce qu'il a fait et quelque part pour moi, c'est lui qui a gagné face à l'UFC et il y a peu Et de bien combattants. sûr. Et il y a peu de combattants qui ont réussi à gagner face à l'UFC, donc je suis archi content de ce qu'il est en train de faire. Non, mais ça fait un petit peu. En tout cas, ça commence à changer la donne. Hein. Ça commence à changer la donne. Et Mika, je sais pas si tu le rends. Sincèrement, honnêtement, je ne sais même pas, Ibi, parce que quand je vois que l'UFC, potentiellement, ils vont organiser le combat le plus ouf que la planète peut voir entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Oui. Je te jure que c'est là que je dis, en vrai, tu peux faire ce que tu veux. Tu penses que ça va se faire? Mais gros, je sais pas, mais quand il est tartarin, Zuckerberg. J'ai vu sur une photo avec Adesanya et Volkanovski, m'a pas Oui, envie. mais en fait, je sais que lui, il est passionné de MMA. De l'autre côté, je sais pas si ça va vraiment se suivre. Mais en fait, moi, quand je dis que ça commence Un à. combat de grappling, non? Il ferait peut-être un combat de grappling, tu vois, pas de MMA peut-être, mais de grappling. Ouais, Parce que c'est possible. Hein. le fait que Georges Saint-Pierre il revienne, il dit qu'il va faire un UFC grappling, etc. Je pense que tu vois, c'est grave possible que Elon Musk il affronte Zuckerberg en grappling. Moi, c'est comme ça que je le vois, le truc, tu vois. Je ne les vois pas chiffonner dans la cage en mode MMA, mais en mode grappling, pourquoi pas. Ouais, bah écoute, en tout cas, ça reste à voir, mais ouais, c'est sûr qu'ils ont toujours un coup d'avance. Regarde le Power Slap. Je sais Non, plus à ça part. combien de. Non, non, mais en fait, je suis pas fan. Mais j'attends, je donne pas vraiment mon habitude, j'attends de voir en fait s'ils vont réussir à le démocratiser. Non, mais Mais tu sais que ça a peut-être qu'ils vont pris le 1 million de démocratiser. followers. Ouais, peut-être qu'ils vont Regarde. le démocratiser. AB, il y aura toujours des gens pour démocratiser. Ouais, mais Mais Mika, quoi qu'il rappelle-toi, le arrive, début du MMA, c'était quoi? ouais, non, n'abuse pas, gros. Se mettre une baffe Non, comme mais je ça. sais pas, moi. Je suis pas fan du truc. Mais Mais non, mais regarde, ils ont pris 1 voilà. million de Mais non, followers mais en même pas quelques mois. non, je suis pas d'accord. Pourquoi tu Tu fais peux pas ça? comparer le MMA et ça. Gros, il n'y a pas de technique dans. Mais Il n'y a pas oui, de technique, mais mais non, mais c'est comme. Non, Ouais. mettre une baffe à quelqu'un et le regarder Je encaisser, sais. je suis désolé, c'est nul à chier. Mais Faut arrêter. moi, je vous invite à aller sur la saga de Dana White. Et tu sais, genre, en gros, avant les UFC, c'est quoi? Tu es dans les vestiaires, tu fais de la patte d'ours, tu fais ta mobilité, bref, tu t'échauffes. Mais genre, là, avant le Power Slap, t'as un mec qui a une paire de pattes d'ours et genre, ils font genre, il s'échauffe. Genre, ça me tue parce que Dana White, il veut vraiment imprégner dans la tête des gens que, genre, qu'il y a de la technique, que c'est maîtrisé, que c'est n'importe quoi. Mais ça me fait rire. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Et tu vois, sur ça, j'aurais toujours un avis négatif parce que même les mecs, je te jure, ils perdent des neurones de ouf. Ça me fait même pas rire. Il y a Bah, ce une qui est deuxième fou, annonce. Regarde, il y a une deuxième annonce qui a été ouf, c'est John Jones Miocic. ah, on va en parler. C'est vrai que ça m'était sorti de la tête. Et une deuxième fois, mais à culpa, parce que depuis l'an dernier, je disais que j'avais vraiment pas espoir de revoir. Je pense que le problème, c'était plus Miocic et John Jones aussi. Parce que John Jones, c'était des apparitions sur Twitter, il disparaissait. T'entendais Dana White qui allait dire une chose sur lui, donc lui, il venait, il démontait derrière. Honnêtement, ce combat-là, je suis. Pour moi, c'est vraiment un livre qui se ferme. C'est les anciennes générations en fait, qui viennent s'affronter pour laisser place aux nouvelles générations. Et je suis content que. Ouais. Tu penses que Miocic, il a des chances? Moi, je pense que Non, mais il va sérieux, je l'éjecter pense en dehors de la cage. ouais, moi, je pense que Miocic, c'est fini pour lui. Je l'ai vu, je te jure. Après, ça veut rien dire, tu vois. Mais quand je l'ai vu dans les coulisses, il est. Putain, Miocic, il a pris un coup quand même. Mais bien sûr, mais tu sais, même au-delà de ça, c'est le manque d'activité. Il est ouf. Je sais pas si Ah vous en oui. rappelez, mais ces 4 dernières années, tu as eu la trilogie contre. Dans les grands qui s'est fait sur 3 ans, je crois. Un été, après l'autre été, et ainsi de suite. Après, tu as eu le combat contre Ngannou en début d'année 2000, je sais plus. Et là où il perd. C'est en 2000, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, tu vois. Et ça fera presque 3 ans qu'il n'a pas combattu en. Après, bon, on a vu avec John Jones, il est bien revenu, mais John Jones, il est quand même beaucoup plus jeune.
Tu vois. Ouais, bah oui, ouais, John Jones, c'est autre chose. Et même si comment tu sais que. Même le capital de santé de John Jones, il est intact. Mais non, mais. La trilogie contre Cormier Ah, là, c'est des plumes. Hein. elle lui a laissé des Mais bien sûr. des séquelles, tu vois. Mais bon, Et c'est je me dis, en fait. Ils l'ont organisé au mois de novembre, moi, c'est ouf. La fin Bah. d'année, c'est ouf là, je te jure, entre l'UFC. Tu te rappelles l'an dernier quand tu dis que c'était un peu calme? Ouais, exactement, ouais. Ça change là. Et en plus, moi, je pense qu'on va avoir une annonce. Hein. Ouais, bon, j'y reviendrai. Non, je te dis que je pense que c'est pas fini. Je pense qu'on va avoir une annonce Chandler-Connor, je pense. En tout cas, pour. Ouais, mais Connor, franchement, je te le dis franchement. Oui, on y reviendra pour boucler le podcast. Mais en tout cas, ouais, pour Miocic et John Jones, non, franchement, il n'y a aucune chance pour moi que Miocic batte John Jones. Mais en fait, là où je te dis que j'étais un petit peu satisfait en fait, de ce combat, c'est que tu vois, derrière, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et comme je disais, pour moi, John Jones, ni Miocic, hein, bon, plus John Jones, parce qu'il a vraiment là, il est champion, invaincu et tout. Et en fait, pour moi, il n'a aucun bénéfice à affronter des gars comme Sergei Pavlovich et tout. Pour moi, c'est plus un risque qu'autre chose, tu vois, là, à l'heure actuelle. Donc là, le fait qu'il fasse probablement son dernier combat contre Miocic, c'est bien, ça met une belle fin de carrière. Et voilà, comme je dis, ça ferme, on va dire, la boucle de l'ancienne génération. Et Ouais, c'est important. Après, là, tu regardes les UFC à venir, c'est ouf. Hein. Le main event, là, Aspinal Tibura. Ensuite, on a Poirier contre Gaethje 2. La carte, elle va être ouf. Ensuite, on a Sandhagen contre Nurmagomedov, ça va être ouf. On a Luque contre Dos Anjos, ça va être pas mal. On a Sterling O'Malley. On a Holloway, Korean Zombie. Ensuite, on a Gane contre Spivak. Franchement, les UFC à venir, allez, au moins les main events, sont ouf. On a en événement français, là, c'est archi calme. On aura l'Hexagone numéro 10 qui va arriver dans 2 semaines. J'aurai la chance d'être coach auprès de Soufiane Oudina qui combattra contre Walter Gaazza, un Anglais. On aura en main event Grégory Bouchlagem, c'est pour ceux qui suivent ses vidéos sur Karaté Bushido, qui affrontera alors, j'ai pas envie de dire que c'est une chèvre, mais presque une chèvre, un Italien. Mais après, il a âgé. Normal, ça fait longtemps, ouais. Bien sûr. Il n'est pas venu, mais l'Italien, il a 46 ans. Il est sur 4 défaites consécutives. Il a pas combat. Son dernier combat, il remonte 2022. Il est encore. C'est quand le combat le combat contre qui Greg contre. C'est le 28 juillet. C'est pas vendredi. Ah non, ça va être un peu juste d'essayer de l'avoir en interview, non bah écoute, non, on peut peut-être dimanche prochain. Okay. On va essayer. Et ouais. Après, on peut avoir Oudina aussi qui nous parle un peu. Il y aura, voilà. En tout cas, la carte, elle n'a pas été dévoilée entièrement sur Tapology. Où il y a 9 combats. Alors peut-être qu'il n'y aura que 9 combats, mais ça m'étonnerait. Et ça se déroulera en Côte d'Azur à Orange. Donc pour ceux qui sont en vacances dans la Côte d'Azur, c'est aussi peut-être le moyen d'aller se déplacer pour donner un peu de force. Donc voilà. Après, on le sait, Grégory Bouchlagem, il est main event, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de followers. Et potentiellement, franchement, si l'Hexagone arrive à organiser Greg Bouchlagem contre Ibra TV, franchement, ça serait, je parle en France, hein. En France, ça serait peut-être le combat, entre guillemets, le combat youtubeur, entre guillemets, pas youtubeur. Ouais, le Jack Paul. Le combat Jack Paul le plus ouf. Après, attention, hein, Greg MMA, il a quand même un gros niveau au sol, etc. C'est quand même un ancien, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Mais s'ils arrivent à monter le combat Ibra TV, Greg MMA, je pense que potentiellement, l'Hexagone, ils reviennent fort devant. Non, mais quand même. En fait, non, mais il y a moyen sur un combat de générer quand même beaucoup de. Mais moi, je suis assez étonné, par contre, tu vois, encore une fois, que ça génère pas plus d'activité comme Greg MMA. Ses vidéos, elles font quand même des millions. Mais c'est vrai que j'étais étonné quand tu m'as dit que c'était dans 10 jours. Parce que sur ce qu'il fait sur il y a une visibilité de ouf et je te jure qu'il apporte pas mal de lumière. Hein. Il y a plusieurs combattants qui sont passés dessus et j'ai vu le avant-après sur Instagram. C'est énorme. Et même ses vidéos à lui, il y a pas mal d'interactions. Je sais pas si tu avais vu la vidéo dans le bar là, avec Cyril Diabaté. C'est incroyable. Non, la meilleure vidéo, c'est pas celle-là. La meilleure vidéo, c'est quand il est dans la rue, il est avec Ragnar. Je l'ai pas vu. Mathias,
Et il dit, il y a un Renoir, il y a un passant dans la rue, et le passant, il lui dit de mettre un coup, tu vois. Le passant, il frappe archi fort. La tête de Wam, ça a failli dégénérer. La tête de Wam, il a pris, ça a failli dégénérer la bagarre. Tu vois, il avait tout et ça va faire rire. En tout cas, voilà, il y a une grosse actualité. On reviendra en tout cas sur l'Hexagone la semaine prochaine. Je demanderai à Mathieu Nicourt de me confirmer la carte, etc., pour bien vous parler des combats. On aura peut-être Soufiane ou Dina. Moi, je serai là-bas, donc je pourrais même vous faire un bon débrief. Et je vais essayer de voir si Greg MMA, on peut essayer de l'avoir peut-être dimanche, vite fait, une petite demi-heure, ça serait cool. En tout cas, ouais. Et ce week-end, n'oubliez pas Fares qui combat, grosse force à lui. On n'a pas parlé aussi de ça, mais c'est un truc de ouf. Benoît Saint-Denis, gros guerrier, il combat à l'UFC. Ah oui, bah oui, il y a tellement une annonce, c'est vrai que c'est bien. On reviendra en détail en tout cas sur. Et tu vois, là, pour le coup, je te jure, il m'a tellement impressionné contre Bonfim. Mais Mika, c'est là où il faut être objectif parce qu'en fait, il faut. Non, vas-y, c'est bon. Réagir à chaud. Parce qu'en fait, il y a tellement de gars qui vont. Non, mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est ça va être un combat de ouf, gros. Potentiellement, ça va être un combat de ouf. Parce que pour rappel, Thiago Moïse, il avait fait le premier main event, c'était le premier main event d'Islam Makhachev il y a peut-être 2-3 combats en arrière à peu près d'Islam. Et non, mais écoute, je propose qu'on en reparle la semaine prochaine. Ouais, mais moi, ce que j'ai kiffé dans ça, c'est que ce qui est ouf quand même, c'est là, tu vois, le MMA, c'est un petit milieu, c'est que Thiago Moïse, en fait, il se fait trash talk par, entre guillemets, par call out plutôt par Abdouragimov, et au final, c'est Benoît Saint-Denis qui en hérite. Ça me fait rire parce que, en plus, je voyais bien, tu vois, Guillaume Pelletier, il est content de ça, tu vois. Parce que comme il avait Abdul en management, ça me fait rire, tu vois, ces trucs-là, je te jure, ça me fait rire. Mais écoute, je te propose qu'on en parle même du cas d'Abdul, qu'on en parle la semaine prochaine, avec Benoît Saint-Denis contre Thiago Moïse. Et écoutez, en tout cas, on va recevoir des invités là, notamment Claire Lopez qui fera la saison du Rising, Nora Cornell aussi qui tout fraîchement signé à l'UFC. J'ai proposé aussi à Ibrahim Amané de venir dans l'émission. Normalement, Manon, elle nous accordera une interview. Mais bien sûr. Avec Aldric, il va nous aider, c'est ça. Et ça serait bien qu'on essaye d'organiser cette semaine peut-être un débrief avec Aldric pour l'UFC à Londres. Let's go. Une preview, tu veux dire, avant le combat, ouais. Ok, let's go, c'est parti. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimeriez voir des invités dans l'émission. Et c'est tout pour nous, Mika, en tout cas. Merci à vous, les gars. Vous êtes des tueurs. Désolé pour la semaine dernière. Nous aussi, on a une vie. AB, il était à Nice. Il profitait. Et toi, t'étais où, toi? J'étais à Paris. Je profitais pas. Je travaille. Bon, vas-y, AB. Bisous. Yes, salut. Attends.